Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast hors série en quelque sorte, mais dans le meilleur sens du terme, et en même temps en restant au centre de nos préoccupations habituelles, puisqu'on va parler philosophie, on va parler livres, histoire, etc. Donc on est en plein dans nos thématiques. J'aimerais vous parler d'un ouvrage, vous le présenter, vous le recommander. Cet ouvrage, c'est Le portefeuille des philosophes de Henri de Montvallier. Alors, Henri de Montvallier, vous avez peut-être déjà rencontré son nom, déjà si vous êtes un lecteur des travaux de Michel Onfray, puisque Henri de Montvallier a beaucoup travaillé sur Michel Onfray et avec Michel Onfray. Voilà, ils se sont respectivement fait écrit des préfaces sur leurs ouvrages. Henri de Montvallier a établi des textes de Michel Onfray pour des éditions comme celle d'un volume de la collection Bouquins chez Robert Laffont. Euh, il a écrit donc des essais sur Michel Onfray, etc. C'est une de ses spécialités. Alors, Henri de Montvallier, c'est bien sûr donc un auteur, un spécialiste de Michel Onfray, entre autres, mais c'est aussi un professeur agrégé, avant tout, un professeur agrégé de philosophie, et donc qui exerce en fait dans l'enseignement. Il anime en fait des cours dans une université populaire de Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc du coup, c'est là qu'il dispense ses cours. Et puis vous avez peut-être entendu parler d'Henri de Montvallier pour un ouvrage qui avait fait un petit bruit. Moi j'en avais entendu parler à l'époque, hein. Je ne l'avais pas encore lu, mais j'en avais entendu parler, qui avait été coécrit avec son acolyte hein, d'écriture, un co-auteur, Nicolas Rousseau. Et cet ouvrage c'était Les imposteurs de la philo. Alors vous voyez, préface de Michel Onfray, hein, donc vous voyez, Michel Onfray était déjà un peu dans les parages. Alors, les imposteurs d'Aphilo, c'était déjà tout un programme, un titre assez accrocheur. Moi, ça m'avait beaucoup plu. En plus, il y avait les noms qui étaient affichés, hein, les noms des victimes du pamphlet, hein, Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann et quelques autres. Euh, donc voilà, vous connaissez peut-être Henri de Montvallier par ce biais. Donc moi, c'était mon cas, en fait, je connaissais cet ouvrage. Et puis, dernière particularité d'Henri de Montvallier, qui est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles vous le connaissez, qui n'est pas des moindres, voilà, qui est une véritable fierté pour moi, un honneur, c'est que bah, Henri de Montvallier est un happy few, si on peut dire. Happy few, entre autres au sens stendhalien. Henri de Montvallier connaît bien la littérature, même si je le connais plutôt proustien, fan de Proust. Mais Henri de Montvallier en fait bien connaît cette chaîne en fait, a découvert cette chaîne et m'a laissé plusieurs commentaires il y a de ça maintenant plusieurs mois. Et puis voilà, du coup on a pu faire un peu connaissance, sympathiser, discuter. Bah, évidemment, on s'est trouvé plein de points communs. Déjà parce qu'il a beaucoup apprécié les podcasts, ce qui m'a fait très plaisir. Moi, j'ai pu aller voir son contenu de mon côté, voilà, aussi bien sur la pop culture, sur des séries, que sur des auteurs ou des philosophes assez méconnu, donc issu un petit peu de ses recherches et de ses cours. Et donc ça m'a beaucoup plu aussi. Et puis bah voilà, évidemment, on partage un goût certain pour la littérature classique, pour les grands auteurs, pour les éditions, etc. Il est très bibliophile, il a une bibliothèque impressionnante, tout ça. Donc voilà, forcément, c'est un très bon camarade de conversation. C'est une personne avec qui, voilà, c'est facile de discuter sur ces sujets-là et c'est très agréable, très intéressant. Et puis écoutez, comme ça, quand on sympathise en fait entre auteurs ou entre chercheurs ou entre passionnés de littérature, c'est vrai que il se fait, il peut être d'usage de s'envoyer nos travaux respectifs, hein, ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit, etc. Alors moi, je ne pouvais pas envoyer des livres à Henri puisque le fait est que je n'ai encore rien publié. Voilà, en tout cas, rien récemment, rien que je puisse partager comme ça. Alors en revanche, lui, Henri, il a pas mal publié des essais, encore une fois, je vous ai dit, des éditions qu'il a établies, tout ça, voilà, des préfaces, mais aussi vraiment des ouvrages à part entière qu'il a écrits ou qu'il a coécrits donc avec Nicolas Rousseau. Et bah, il m'a fait l'amitié de me les envoyer. Déjà tout ce qu'il avait écrit en fait avant, etc. Il m'a fait vraiment un magnifique envoi d'ouvrage. Alors je n'ai pas encore tout lu parce que je suis en pleine lecture de Proust au moment où il m'a envoyé cela et au moment où j'enregistre ce podcast. Donc j'ai dit, je finis d'abord Proust. Mais là, Henri de Montvallier a une actualité. On peut dire qu'il fait partie de la rentrée littéraire en quelque sorte puisqu'il publie un ouvrage en ce début de mois de septembre pour cette rentrée, un nouvel ouvrage, cette fois-ci tout seul, hein, voilà, sans son acolyte Nicolas Rousseau. Et donc cet ouvrage, c'est Le portefeuille des philosophes. Et donc moi, quand il m'a parlé de cet ouvrage-là, directement j'ai été hyper intéressé parce que le titre m'accrochait, Le portefeuille des philosophes. Ça m'intéressait beaucoup. Je lui ai dit là, ça c'est un super sujet, une très très bonne idée d'aborder ça.
Et donc voilà, il m'a fait l'amitié donc de m'envoyer cet ouvrage-là, en plus en avant-première, hein. C'est la première fois de ma vie que j'étais ajouté à un service presse. Voilà, je n'avais jamais eu ça de ma vie. Voilà, il m'a gentiment inclus dans le service presse de son ouvrage. Donc j'ai pu recevoir le livre en fait au début de l'été, hein. Donc voilà, 2-3 mois avant sa sortie, pour que j'ai le temps de le lire, etc., de le découvrir. Et donc voilà, j'avais dit, écoute là, franchement, j'en ferai une vidéo, voilà, parce que voilà, le sujet m'intéresse, je pense qu'il peut intéresser les personnes qui suivent cette chaîne. C'est l'occasion en fait de réfléchir un petit peu sur, en effet, voilà, le rapport entre un auteur en philosophie, enfin un écrivain, etc., et l'argent. Donc le portefeuille des philosophes, c'est un ouvrage que Henri de Montvallier a voulu comme un portrait successif en fait de plusieurs philosophes qu'il a choisis, voilà, selon des critères de pertinence, et en fait, de nous expliquer pour chacun leur rapport à l'argent. Quel a été leur rapport à l'argent? Donc là, on ne parle pas d'économie, hein, avec un grand E, on parle plutôt de finance, et de finance en plus à titre domestique et personnel. Comment ces gens gagnaient leur vie, où ils trouvaient l'argent pour vivre, quels étaient les montants voilà, de ces revenus, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu éventuellement rencontrer, et leur rapport à l'argent. Ça, c'est intéressant, le rapport à l'argent, hein, parce qu'il y a l'argent concrètement voilà, comme moyen de survie, comme économie domestique, mais il y a le rapport à l'argent. Et là, on a un pont entre la philosophie et le monde réel. Quel est notre rapport à l'argent, qui révèle un peu qui nous sommes, notre personnalité, quelles sont nos vraies valeurs. Voilà. Donc, Henri Monvallier s'intéresse à cela, et c'est vrai que c'est une façon vraiment de redécouvrir les philosophes sous un angle plus pratique, et surtout de confronter ce qui a été leur discours, ce qui a été leur pensée, à la réalité de leur comportement et à quelque chose qui nous révèle tous énormément, c'est le rapport à l'argent. Il y a plein de domaines qui nous révèlent, ça peut être la sexualité, ça peut être le rapport au jeu, est-ce qu'on est bon perdant, est-ce qu'on est mauvais perdant, est-ce qu'on a la victoire modeste, etc. Et puis il y a l'argent. Et puis, ce qui explique en bonne partie le sous-titre de l'ouvrage, Essai intempestif, eh bien, c'est l'espèce de paradoxe presque provocateur de la démarche. Comme l'explique très bien Henri de Montvallier dans son introduction, la philosophie, c'est aux antipodes normalement des questions concrètes. L'image qu'on se fait de la philosophie, c'est une discipline qui cherche la vérité, qui évolue dans les concepts, dans l'abstraction. La philosophie, c'est l'abstraction par excellence. Or, l'argent, c'est extrêmement concret. Hein, le flouze, le blé, le pèse, etc., tous les synonymes révélateurs qui existent autour de l'argent, renvoient à un monde extrêmement concret, trivial, pragmatique, quasiment vulgaire. Et donc ça, c'est l'antithèse de la philosophie, a priori, c'est son antagoniste, son némésis. Et donc, c'est volontairement qu'Henri de Montvallier, en fait, réunit ces deux opposés et montre que, eh bien, on peut être un grand philosophe, on peut avoir évolué dans les concepts, dans l'abstraction, on n'en est pas moins un être humain en société, donc dans une économie, et du coup qui est confronté à des questions de pouvoir d'achat, de mode de vie, de dépenses, de devoir s'alimenter, trouver de l'argent pour vivre, etc. Et donc là, en fait, on est ramené un petit peu sur Terre. Alors c'est sûr que ça brise quelques illusions, hein, c'est un petit peu trivial. Voilà, ça peut un petit peu gâcher la magie, entre guillemets, mais enfin, n'empêche que c'est extrêmement intéressant. Et ça a le mérite là d'avoir été fait. Il fallait faire un ouvrage comme ça manquait quasiment. C'est bien. Alors c'est pas le tout premier d'Henri Montvallier qui s'intéressait à la question de l'argent ou l'argent intellectuel chez les philosophes. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'approche extrêmement concrète et extrêmement en fait simple qu'il a abordé, en fait, qui débroussaille complètement en fait tout le discours dont il aurait pu étouffer cela pour un petit peu brouiller les pistes, hein. Il aurait pu se cacher derrière des grands discours, un très long ouvrage. Et là, en fait, il est resté extrêmement pragmatique, ce qui fait qu'on est vraiment en face à face avec la question. Il se défile pas là. Là vraiment, en fait, on met vraiment les mains dans le cambouis et dans, on va dire, la cassette d'Harpagon remplie d'argent. Voilà, avec les pièces, on les entend sonner, trébucher. On est un petit peu aussi là dans la folie des grandeurs, hein. Il est l'or, monseigneur. Voilà, donc c'est vrai que là, du coup, on a vraiment un aspect très concret dans cet ouvrage. Alors c'est donc tout sauf une question idiote, la question de l'argent avec les philosophes, impertinente peut-être, mais pas idiote. Et c'est intéressant justement cette allusion que fait Henri de Montvallier à une remarque du philosophe Alain, qui dit que l'argent est bête, hein. Et donc sous-entendu que s'intéresser à l'argent, c'est bête. Et Henri de Montvallier ne manque pas de relever l'allusion et un peu de la tacler
Il y a un tacle à Alain qui m'a personnellement bien plu, voilà, où justement il fait allusion au fait que la pensée d'Alain, voilà, souvent c'est un petit peu creux ou un peu vague. Bon voilà, pour ceux qui aiment Alain, ça les fera bondir, mais comme je suis assez d'accord avec cette idée, voilà, moi ça m'a plutôt amusé et fait plaisir que qu'Henri de Montvallier en fait soulève qu'une fois de plus, voilà, Alain dispense une pensée pas, qui va pas chercher bien loin et un peu, qui tombe un peu à côté. Et donc voilà, il moque un petit peu cette remarque. Non, déjà il n'y a pas de sujet bête, il n'y a pas de sujet bête, tout est dans la façon dont on le traite et l'angle que l'on prend. Et en l'occurrence, l'argent, c'est tout sauf bête comme sujet. C'est pas bête parce que ça, c'est trop important malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il peut s'agir de gens qui méprisaient l'argent. Mais qu'on le méprise ou pas, on est obligé de composer avec, on est obligé de se situer par rapport à ça. Donc c'est un sujet tout sauf bête, et la philosophie a toujours prospéré dans le paradoxe. Le paradoxe, hein, comme les paradoxes des stoïciens, un ouvrage de Cicéron, mais le paradoxe, le paradoxa, le contre la doxa, le paradoxal, c'est un des ferments de la philosophie. Donc là, il est paradoxal en quelque sorte, Henri de Montvallier, en abordant ce sujet-là, et donc c'est un excellent départ pour un ouvrage, en opposant comme ça l'idéalisme de la philosophie avec le matérialisme de la question et son pragmatisme quasiment trivial. Donc dans son introduction, Henri de Montvallier, tout d'abord, pose des bases qui sont nécessaires, hein, en faisant une espèce de petite histoire accélérée, un peu pour les nuls, entre guillemets, hein, une espèce d'histoire comme ça de la philo et de la monnaie en parallèle, hein, l'histoire de la philosophie et l'histoire de la monnaie. Hein, parce qu'en effet, la monnaie elle-même a une histoire qui a beaucoup évolué, hein, des premiers écus, etc., l'argent, l'or, le cours de l'or, l'apparition de la début de la monnaie un peu dématérialisée, on va dire, hein. On a commencé à produire des chèques, des lettres de change, etc. Et puis on est arrivé, aujourd'hui on est carrément dans les bitcoins, hein, voilà, hein. Donc c'est dans la crypto-monnaie, c'est encore autre chose, mais même avant, voilà, l'apparition des billets, des chèques, etc. Donc il nous fait comme ça une histoire un peu parallèle, accélérée, pour qu'on ait des repères comme ça, un peu historiques. Voilà, c'est très rapide, hein, voilà, mais ça pose des jalons. Et puis, il nous explique bien ce qui va être aussi sa méthode. Donc déjà, de traiter auteur par auteur. On a un total de 7 philosophes qui ont été choisis, sélectionnés par Henri de Montvallier, qui vont faire l'objet d'un zoom, en quelque sorte, d'un focus, chacun un chapitre. Il y a Platon, évidemment, Sénèque, donc le philosophe romain stoïcien, Emmanuel Kant, l'auteur de la critique de la raison pure, critique de la raison pratique, Hegel, Schopenhauer, Marx et Sartre. Dans sa conclusion, Henri de Montvallier aura l'occasion d'expliquer pourquoi il a laissé de côté certains philosophes, pourquoi il a retenu cela, voilà un petit peu justifier ses choix éditoriaux. Mais donc, en plus de cette démarche, il y a en fait la démarche au sein même des chapitres. Et ça, c'est très intéressant, puisque Henri de Montvallier nous explique évidemment que ces philosophes, ou se sont exprimés au sujet de l'argent, alors évidemment, comme un philosophe comme Marx, bon, qui a écrit Le Capital, l'argent, c'est juste au cœur de son domaine d'études. Mais d'autres personnes comme Hegel, comme il explique très bien, eux n'ont quasiment pas parlé d'argent dans leur œuvre. Donc qu'est-ce qu'on a comme source pour comprendre leur rapport à l'argent? Bien évidemment, il faut aller du côté de la biographie et de la correspondance. Alors, aller fouiller dans la biographie de la correspondance d'un auteur, en sciences humaines, ça a très mauvaise réputation. Proust est passé par là avec Contre Sainte-Beuve, hein, et c'est vrai que la bévue beuvienne, hein, d'amalgamer l'œuvre à l'auteur et d'aller chercher dans la biographie, dans les petits faits vrais, dans les anecdotes, dans la correspondance ou dans les biographies, hein, ou les autobiographies, c'est plutôt mal vu généralement, c'est vu comme du potin, comme du cancan, comme quelque chose de pas très sérieux, etc. Oui, mais là, Henri de Montvallier explique en quoi, au contraire, là, justement, c'est la preuve d'un certain sérieux et surtout une démarche indispensable. Parce qu'on ne peut pas se fier aux œuvres de ces philosophes, à leur discours officiel, pour vraiment comprendre leur rapport à l'argent. Encore une fois, parce que certains, ça n'a pas été le sujet de leur œuvre, donc on n'a rien d'officiel, de public qui a été fait à ce sujet-là par eux. Mais même aussi, des gens comme Sénèque, qui, eux, se sont exprimés, entre autres, sur l'argent, ont un discours qui n'est pas forcément celui qui est le leur en fait dans la vie privée, ou qui reflète leur attitude dans la vie privée. Et donc il faut démentir, il faut voir si ça a été cohérent, la vie privée, la vie publique, si ça a été cohérent le rapport à l'argent. Et donc là, pas le choix d'aller dans les biographies et dans les correspondances, dans les lettres, dans les propos privés. Donc ça, c'est parfaitement justifié. Bon, moi, en l'occurrence, en plus, je suis quelqu'un qui, en tant que lecteur et chercheur, n'a jamais eu de problème avec le fait d'aller chercher dans les correspondances et dans les biographies. Je n'ai pas cette espèce d'allergie totale au fait d'aller chercher dans les écrits intimes. Moi, au contraire, je suis très fan des écrits intimes personnellement. Les journaux intimes, les correspondances, les biographies, ça ne me pose pas du tout problème. Donc moi, en plus, la méthode ne me choque pas. Mais là, en fait, en l'occurrence, même les gens qui n'aiment pas ça, c'est très pertinent, c'est même indispensable et c'est au cœur de la démarche. Donc Henri de Montvallier part toujours d'abord de l'œuvre,
est-ce que dans son œuvre, le philosophe a parlé d'argent ou pas? Si oui, comment? Et puis dans un second temps, une fois qu'il a placé ça, il dit bon, maintenant qu'on a ce qu'il a dit dans l'œuvre ou pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie? Et là, il donne des éléments biographiques, et pour appuyer ces éléments biographiques, là, il a recours à des témoignages de l'époque, de gens qui ont connu ces philosophes, et bien sûr à des extraits de correspondances de lettres où on a les propos des philosophes eux-mêmes dans leur intimité. Même si on connaît, là, Henri de Montvallier s'attaque à un sujet tellement peu couvert qu'on va apprendre des choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant cet ouvrage. Il y a deux chapitres, évidemment, où j'ai moins appris, et c'est révélateur. Il y a deux chapitres, c'est Sénèque et Schopenhauer. Mais c'est normal, parce que Sénèque et Schopenhauer, ça fait partie des deux auteurs que j'ai le plus lu. J'ai lu l'intégrale de Sénèque, hein, qu'on peut trouver justement dans la collection bouquins chez Robert Laffont, et j'ai lu l'œuvre intégrale de Schopenhauer. Donc évidemment, ce sont deux philosophes que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai forcément moins appris pour ces deux chapitres-là, personnellement, parce que je les connais bien. Mais si je ne les connaissais pas si bien, j'aurais tout appris, évidemment. Et ça a été le cas pour les autres philosophes. Pourtant, je connais quand même un peu, je les ai lus, hein. J'ai pas mal lu Platon, je connais un peu Kant, j'ai un peu lu Kant. Hegel, c'est celui que j'ai le moins lu. Et puis Marx, pareil d'ailleurs. Et puis Sartre, lui, je l'ai pas mal lu. Mais vous voyez, pour autant, j'ai appris plein de choses, parce que forcément, là, Henri de Montvallier va chercher dans des choses très biographiques, dans les correspondances, etc., mais bien sûr dans l'œuvre. Et donc, il faut vraiment avoir lu en profondeur les auteurs pour connaître ça. Donc, moi, je connais pour Sénèque et Schopenhauer, mais les autres, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai appris plein de trucs. Moi, je ne savais pas du tout pas mal de choses qu'il raconte, des anecdotes, des faits. Et du coup, le trait de personnalité qui en ressort dans le rapport du philosophe en question à l'argent. Alors, au-delà du côté anecdotique, qui déjà en soi, en fait, m'intéressait, est intéressant, je trouve, voilà, voir un peu l'envers du décor, comment les philosophes les plus illustres et les plus connus, qu'on a tendance un peu à idéaliser, à déréaliser, eh bien, concrètement, ont vécu, où ils trouvaient l'argent pour vivre, cet argent qui leur permettait d'avoir du temps pour écrire, donc comment ils ont pu créer les conditions favorables à l'écriture. Et justement, pour moi, c'est l'intérêt essentiel et la pertinence essentielle de l'ouvrage de Henri de Montvallier, qui résume très très bien en fait sa démarche avec des phrases qui m'ont interpellé dans son ouvrage. Quand il dit par exemple, avec un bon sens total, on pense mieux avec un toit sur la tête et le ventre plein. On pense mieux avec un toit sur la tête et le ventre plein, ce qui est une vérité. Des choses comme la philosophie et l'art, ce sont des produits de la civilisation, ce sont des produits de l'être humain qui arrivent à avoir du temps libre et qui arrivent à avoir du temps pour réfléchir et pour rêver, et qui a réussi à se débarrasser de ses besoins urgents, obsédants et un peu avilissants que sont l'appétit, déjà à la faim, éventuellement l'appétit sexuel, et donc le fait d'avoir chaud, le fait d'être à l'abri, enfin des choses basiques, la caverne avec le feu, avec à manger, etc. Et c'est parce que l'être humain a réussi à combler et à satisfaire ses besoins vitaux primaires qui, si on ne les satisfait pas, nous obsèdent, nous avilissent, nous affaiblissent. On n'est pas en état de réfléchir, on n'est pas en état d'aimer. Toutes ces choses comme l'amour-passion, comme la philosophie, comme l'art, sont des produits de la civilisation, du feu, du fait de manger à satiété, du fait d'être au chaud, à l'abri, d'être en sécurité, pas avoir peur toute la nuit qu'un prédateur vienne nous manger. Du coup, on a le temps pour rêvasser, pour rêver, pour aimer, pour composer des poèmes. Et donc, tout ça est très révélateur. Et donc, bah oui, c'est un paradoxe, mais des matières comme la philosophie, qui ont tendance un peu à prendre de haut, à mépriser la question de la survie animale et la question de l'argent. Dans une société capitaliste, l'argent, la survie est soumise à l'argent. Et bien pourtant, dépendent directement de cela. Puisque, encore une fois, on pense mieux, comme dit Henri de Montvallier, avec un toit sur la tête et le ventre plein. Si on a le ventre vide et qu'on n'a pas de toit sur la tête, ça va être compliqué de faire de la philosophie. Donc en fait, ces philosophes ont été bons et ont produit de grandes œuvres, précisément parce que, de façon X ou Y, ils ont trouvé les moyens d'avoir le ventre plein et d'avoir un toit sur la tête. Donc, ils ont trouvé de l'argent quelque part, ils ont trouvé moyen de se financer, de gagner leur vie. Et en même temps, d'avoir du temps. Et donc, c'est le cœur de cet ouvrage. Et dont Henri de Montvallier, dans sa conclusion, résume la démarche ainsi. J'ai voulu ainsi étudier les conditions matérielles de possibilité de la pensée. J'ai voulu ainsi étudier les conditions matérielles de possibilité de la pensée. Je pense que cette phrase-là, c'est le meilleur résumé de la démarche de Henri de Montvallier dans ce livre. J'ai voulu ainsi étudier les conditions matérielles de possibilité de la pensée. C'est ça en fait qui m'a intéressé, qui m'intéressait le plus. Déjà parce qu'en soi, en tant que lecteur, ça m'a toujours intéressé cet aspect-là. Mais je dois dire en fait aussi en tant que moi-même en fait auteur ou aspirant auteur, ou chercheur, etc., intellectuel. Moi, c'est des questions qui me préoccupent parce que j'y suis moi-même confronté en fait. Et des choix de vie que j'ai faits découlent directement de cela. Encore une fois, on est toujours obligé de se positionner par rapport à l'argent dans la vie. On n'a pas le choix.
On ne peut pas contourner ce sujet-là, même quand on n'aime pas ça. Moi, je fais partie des gens, personnellement, qui n'aiment pas beaucoup l'argent. Je n'arrive pas à m'intéresser à l'argent. D'ailleurs, je fais souvent la blague, en fait, que l'argent ne m'intéresse tellement pas que j'ai jamais moi aussi trouvé la motivation d'aller travailler pour en gagner tellement ça ne m'intéresse pas. Et que du coup, je préfère en manquer, je préfère me précariser volontairement plutôt que de pédaler pour aller courir après de l'argent, pour avoir 15 jours, 3 semaines de vacances, et puis aussi tout ce que ça permet, hein, construire un patrimoine, avoir une vie de couple, etc., s'insérer et tout. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps. Le temps. Comme quoi, hein, Proust et moi étaient faits pour s'aimer et se rencontrer. Moi, c'est le temps qui m'obsède. Parce que le temps ne vous le remboursera jamais. Vous pouvez essayer de gagner de l'argent, mais est-ce qu'on vous remboursera votre temps? Et donc, pour moi, la grande quête existentielle, c'est le temps. Et évidemment, ce qu'on peut en faire. Et le temps, en l'occurrence, quand on aime lire, quand on aime écrire et quand on veut produire des choses, eh bien, c'est le nerf de la guerre. Seulement, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la chose qui coûte le plus cher au monde, en quelque sorte. Voilà. D'ailleurs, on prostitue notre temps contre de l'argent. C'est ce que nous enlève le travail salarial, par exemple. Hein. On prostitue notre temps, 35 heures par semaine, par exemple, contre de l'argent. Donc en fait, on donne la chose qui a le plus de valeur dans notre vie, celle qui permet de faire des choses, notre temps libre, notre temps personnel, contre une rémunération de l'argent censée nous permettre de vivre. Voilà, donc c'est paradoxal en fait, puisque pour pouvoir en fait, vivre en quelque sorte, il faut sacrifier une partie de sa vie, de son temps, pour profiter du reste. Euh, et donc, certaines carrières, certains types d'activités demandent un temps énorme, sont chronophages. Hein, les activités artistiques, les activités intellectuelles, écrire un livre, produire une œuvre, etc., lire beaucoup d'œuvres, ça demande un temps considérable. Et malheureusement, ça ne paie pas. Ça ne paie pas d'écrire un livre, ça ne paie pas de lire des livres, encore moins, sauf dans un cadre professionnel. Mais encore une fois, là, on commence à tomber dans le travail, du coup. D'où la tension permanente qu'il y a entre le travail et le loisir. D'où aussi l'intérêt de trouver parfois un travail qui est notre passion pour fusionner les deux dimensions. Et quand ce n'est pas possible, eh bien là, évidemment, les choses se compliquent. Et donc moi, c'est vrai que, à titre personnel, évidemment, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé, parce qu'encore une fois, même quand on n'aime pas l'argent, on est obligé de se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux vraiment bien gagner ma vie? Dans ce cas, je vais être obligé de faire des concessions, parce que c'est très simple. Soit dans la vie, on est héritier, c'est-à-dire qu'on a de base, on est en quelque sorte avec un patrimoine important, avec de l'argent de base, et là du coup en effet on n'a pas de question à se poser, soit on a gagné au loto, soit on est héritier. Imaginons qu'on part avec un gros capital de base, et là c'est qu'on a la chance inouïe, insolente de ne jamais avoir à se poser vraiment la question. Soit eh bien, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, on n'est pas né héritier, on n'est pas né avec de l'argent de base, et là on va être obligé de prendre des décisions, de faire des choix. Est-ce qu'on va essayer de trouver de l'argent? On veut bien gagner sa vie, et dans ce cas il va falloir travailler, et donc donner de son temps, et du coup donner de son temps que l'on ne peut pas du coup consacrer à la lecture ou à l'écriture complètement, forcément. Soit on décide que le plus important c'est notre temps, mais comme on n'est pas héritier, qu'on n'a pas gagné au loto ou quoi que ce soit, ça veut dire que va falloir, enfin ce temps va être précaire en fait. C'est un temps qui va être un temps de misère peut-être parce qu'on va pas avoir d'argent. On va peut-être avoir notre temps, mais on n'aura pas d'argent parce qu'on n'aura pas de gros revenus. Et du coup, il va falloir trouver une espèce de revenu de survie ou alors être mécéné, le principe du mécénat. Eh bien, toutes ces questions concrètes, ce sont des questions qui ont été confrontées, les philosophes dont il s'agit ici. Et à une époque où des pays, mais surtout des époques où il n'y avait pas le RSA. Hein, voilà, il n'y avait pas le système du RSA. Donc, soit vous avez des revenus à l'origine, vous êtes rentier, vous êtes héritier ou rentier, soit vous êtes mécéné par un ami ou par un bienfaiteur. Le cas de Marx avec Engels, hein, Marx a été très financé par son ami Engels. C'est ce qu'explique Henri Montvalier, évidemment, puis c'est un fait connu. Soit, eh bien, vous allez travailler. Mais du coup, vous prostituez en partie le temps dont vous auriez besoin pour vous consacrer à la lecture et à l'écriture. Et pire encore, non seulement du temps, mais de l'énergie que vous n'aurez plus après pour le travail intellectuel, parce que vous serez épuisé après une journée de travail. Donc tout ça, c'est une véritable tension. Et donc, moi, c'est des questions qui m'ont souvent occupé et même parfois obsédé. Voilà, forcément, puisque quand vous avez cette tension entre avoir un train de vie décent, pouvoir en fait gagner votre vie, avoir un minimum d'argent pour pouvoir manger, être à l'abri, et en même temps que vous voulez pas trop céder de terrain, vous voulez vraiment avoir être en pleine possession de vos moyens intellectuels, ne pas vous aliéner dans un travail, on peut quasiment tomber dans Camus, le mythe de Sisyphe, et garder votre temps pour pouvoir écrire et produire, comment faire? Alors ça renvoie aussi du coup à tout un art de vivre en quelque sorte, hein, et donc moi cet art de vivre, en plus j'en ai souvent parlé, parce que c'est un terme qui m'est très cher, que je cite très souvent. Moi c'est un terme qui me poursuit depuis l'adolescence, je l'ai découvert en latin, en cours de latin au lycée, et j'ai eu un coup de foudre pour ce terme, et vous voyez j'ai reconnu justement un idéal de vie, hein, c'est le terme otium, otium en latin.
Et donc le terme otium forcément est cité dans l'ouvrage d'Henri de Montvallier. Alors dans son équivalent grec lui-même utilisé par Bourdieu que cite Henri de Montvallier, hein, qui est la scolée, mais ça renvoie en fait à la même idée, hein. La scolée, l'otium, c'est le temps libre en fait, hein. C'est l'otium, hein, ça donnait oisiveté, hein. Le négotium c'est l'inverse, hein. Le négoce c'est le contraire de l'oisiveté, c'est le travail. Et la scolée, l'otium, ce sont des arts de vivre en fait liés au temps libre. Et donc au temps pour soi et au temps de la méditation, de la réflexion, de la philosophie, de la création, des arts libéraux. Bref, une vie idéale où en fait on est émancipé des questions triviales, prosaïques de survie, de dépendance, etc. Et on vit en fait comme ça dans une espèce de quiétude intellectuelle forcément, puisqu'on a tout ce qu'il nous faut, on subvient à ses propres besoins sans avoir besoin de travailler. Et donc on est disponible pour penser, pour réfléchir, pour méditer, pour aimer. C'est vrai que ce monde est cruel parce qu'effectivement, philosopher, développer son esprit critique, développer sa culture générale, faire de l'art, créer et aimer, être amoureux, toutes ces choses-là, qui sont les purs produits de civilisation, sont directement dépendantes d'avoir du temps libre et de ne pas avoir de soucis à se faire et de ne pas s'occuper de certaines choses. Et pour ne pas s'occuper de certaines choses, c'est un luxe. Et ce luxe, du coup, directement ou indirectement, a comme implicite la question de l'argent. Vous avez forcément un moyen, même modeste, de survivre au minimum pour échapper à ces questions-là. Donc pas besoin d'être riche comme Crésus, évidemment c'est le top du top. Si vous êtes en plus héritier ou rentier à millions, voilà, c'est encore plus, voilà, vous êtes tranquille, bien que vous aurez des problèmes, vous aurez des problèmes de riches. Mais même si cette somme est beaucoup plus modeste, ça a été un peu le cas de Schopenhauer, qui n'avait pas non plus des 1000 et des cents, qui avait une bonne rente, une bonne petite rente. C'était pas dingue, mais c'était bien ce qu'il fallait. S'il faisait pas le foufou, il pouvait survivre. Et c'est vrai que Schopenhauer, c'est ce qu'il a sauvé. Il aurait pu être ruiné avec cette somme, cette rente qu'il avait, comme Henri de Montvallier l'explique, hein, et comme je l'avais vu moi dans sa correspondance, etc. S'il avait mal géré, c'est quelqu'un qui aurait pu typiquement être dans la merde, Schopenhauer, parce que c'était pas non plus suffisant pour être au-dessus de tout. Mais c'est quelqu'un qui a eu une gestion très précise de ses finances, quelqu'un qui était pas près de ses sous, mais quand même il y avait un petit côté comme ça très raisonné. Et donc grâce à ça, même sur une base qui n'était pas dingue, eh bien il a pu s'en sortir et juste vivre un peu en indépendance. Ce qui évidemment aussi a des répercussions directes sur une philosophie, puisque une philosophie qui est indépendante, une philosophie du coup, a priori qui va pouvoir en fait réfléchir librement, qui va pas avoir de compte à rendre, devoir satisfaire des maîtres ou des mécènes, devoir raser les murs pour ne pas perdre ses financements, etc. C'est une philosophie qui est complètement autonome en fait. Et donc ça c'est un petit peu un idéal intellectuellement quand même, hein. Euh, Cet ouvrage, Les portefeuilles des philosophes, étudie les conditions matérielles de possibilité de la pensée. Comment la pensée devient possible? La pensée devient possible selon des conditions matérielles minimum nécessaires, et donc c'est ce à quoi s'intéresse Henri de Montvallier pour chacun des auteurs, en expliquant comment ils ont trouvé ces ressources-là et leur rapport à l'argent une fois que certains ont atteint une certaine suffisance financière. Quel a été leur rapport? Est-ce qu'ils ont été radins? Est-ce qu'ils ont été économes? Est-ce qu'ils ont été dépensiers? Est-ce qu'ils ont été généreux? Et là, en fait, l'homme se révèle. Et l'homme se révèle soit en cohérence avec sa philosophie, soit en contradiction avec sa philosophie. Donc là aussi, c'est intéressant aussi pour voir un petit peu parfois les décalages ou les similitudes qu'il y a entre l'homme et sa pensée. Ça, c'est toujours intéressant. Alors qu'on ne s'y trompe pas, l'ouvrage d'Henri de Montvallier n'est pas du tout un ouvrage barbant où on a une pluie de chiffres qui se prend au sérieux, qui est un petit peu austère. Dès l'introduction, j'ai envie de dire que les punchlines et les vannes fusent. Alors, non pas, encore une fois, par opposition, que c'est un ouvrage de rigolo, hein, que c'est un ouvrage bouffon qui fait une espèce de stand-up écrit, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment un ouvrage où il y a beaucoup d'humour et des petits tacles comme ça. C'est un ouvrage assez piquant. On retrouve là un petit peu le ton déjà sympa des imposteurs de la philosophie, les imposteurs de la philo. Voilà, où il y avait un peu ce côté un peu, en gros, pamphlétaire, on va dire, hein, voilà, un petit peu pamphlétaire, un peu satirique. Et il y a toujours ce petit ton qui est là, c'est cet humour un petit peu mordant. Il y a des allusions, un peu des petits tacles, etc. Un peu d'ironie, hein. Il y a de l'ironie par rapport à certains philosophes. Platon, il y a pas mal d'ironie autour de Platon, etc. Ou en général, des petites formules comme ça, petites questions rhétoriques un petit peu malicieuses, etc. Voilà. Moi, personnellement, je suis très client de ça. J'aime beaucoup, ça fait sourire, ça détend un peu la lecture. C'est bien envoyé, c'est bien vu. Et voilà, et puis c'est toujours sympa d'avoir comme ça le ton de l'auteur. Ça renforce en fait l'aspect un petit peu aussi conférence de l'ouvrage, hein. L'ouvrage a un aspect un petit peu conférence, comme ça un petit peu court, et non pas encore une fois au sens barbant du terme, mais au sens très pédagogique. C'est extrêmement pédagogique comme ouvrage. Encore une fois, je vous dis, ça se lit vraiment.
très facilement et donc il y a tellement moyen de partir de loin avec des ouvrages comme ça et en fait ça reste vraiment proche de son sujet et donc voilà, vraiment c'est extrêmement accessible. Mais c'est vrai que moi cet humour et ce ton, à la fois ce ton très pédagogique, très direct, très accessible, en même temps qui à la fois est extrêmement rigoureux au niveau des sources, parce qu'attention, c'est très sourcé, il y a des notes détaillées, etc. Tout est cité et tout, donc vraiment, c'est intellectuellement rigoureux, c'est un format universitaire, hein, c'est écrit par un universitaire et c'est un format universitaire, donc c'est rigoureux intellectuellement, c'est sourcé. Mais en même temps, voilà, donc ce mélange à la fois de rigueur intellectuelle dans les sources, de précision, et en même temps ce ton un peu en ironie comme ça, et ces petits tacles, moi ça m'a fait penser personnellement aux travaux de Yves Ancel, hein, que je cite très souvent, qui est que j'appelle souvent mon maître, enfin, un peu pompeusement, tel un Jedi Padawan. Euh, mais c'est vrai que oui, ça m'a fait un peu penser au ton des travaux de Yves Ancel, alors, ce qui est un grand compliment de ma part, hein, pourtant, Henri de Montvallier, que je sache, n'a pas lu Yves Ancel. Mais c'est juste qu'en fait, ça sont un petit peu des écoles, parce que vous voyez, par exemple, je sais qu'ils ont en commun de s'être intéressés tous les deux à Bourdieu, hein. Yves Ancel connaît très bien Bourdieu, etc. Se place voilà, sur un peu les mêmes cases dans l'échiquier intellectuel, etc. Donc il y a des corrélations, il y a des parentés intellectuelles que j'ai reconnues entre Yves Ancel, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, et Henri de Montvallier, qui lui eh bien, a eu entre autres comme maître Michel Onfray. Voilà, donc il y a peut-être comme ça voilà, des petites connexions qui peuvent expliquer en fait que ça m'est plu parce que j'ai retrouvé ce ton que j'aime bien moi personnellement, qui fait partie un peu de mon école en quelque sorte, de là d'où je viens, des personnes qui m'ont influencé, de ce que j'ai aimé lire moi-même. Alors, je ne vais pas résumer, détailler en fait le contenu des chapitres sur chacun des philosophes, hein, Platon, Sénèque, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx et Sartre, parce que bah, je suis un peu embêté, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai des réactions sur ces différents chapitres, entre autres sur Hegel, sur Marx et sur Sartre, qui m'ont pas mal marqué. Euh, mais là, je suis embêté parce qu'en fait, si je vous en parle, ce serait un petit peu dévoiler un peu trop le contenu de l'ouvrage. Ce serait entre guillemets le spoiler. Alors, c'est que je suis pas très fan du terme. Mais là, en fait, le principe, c'est quand même si vous donnez un peu envie de le lire ou d'aller jeter un coup d'œil. Donc, c'est vrai que si je résume le détail des chapitres, c'est peut-être un peu contre-productif. Donc, je ne vais pas vraiment plonger plus avant dans le contenu de l'ouvrage. Là, vraiment, je vous laisse vraiment, si ça vous intéresse, si ça attise votre curiosité, y allez par vous-même, vous allez apprendre plein de choses. En tout cas, bon, sa conclusion, là encore une fois, même principe que pour les chapitres, hein, dont j'ai préféré ne pas dévoiler trop le contenu détaillé. Là, je préfère rester un peu dans la démarche générale de l'ouvrage et je vous laisse du coup découvrir en détail de quoi il retourne, d'apprendre des choses. Mais sa conclusion, sans trop en dire, se veut une espèce de conclusion de bon sens, j'ai envie de dire, hein, du juste milieu. C'est-à-dire qu'Henri de Montvallier, il est pas dans il n'est pas dans la pudeur de gazelle à l'égard de l'argent, hein, il n'est pas en train de dire que l'argent c'est sale, que l'argent c'est limite de la philosophie, que l'argent faudrait même pas en parler. La preuve, il fait cet ouvrage-là. Donc, il n'est pas forcément pour l'idée du bénévolat idéaliste, hein, d'un Platon, hein, dont il se moque un petit peu, hein, sur le cliché du philosophe que ça a créé, le philosophe détaché des questions matérielles, idéaliste qui refuse de toucher à l'argent, par opposition aux sophistes, voilà, qui serait un peu bassement intéressé, qui se fait des sous, qui gagne sa vie, etc. avec la philosophie, qui monétise la philo, la pensée. Donc voilà, donc Henri Montvallier n'est pas dans cet extrême-là de vouloir à tout prix rendre la philosophie bénévole et complètement hors de toute réalité financière. Il trouve ça normal à un certain degré que c'est un travail fourni, écrire un livre, préparer une conférence, c'est un travail, et pourquoi pas être payé pour ce travail, c'est du temps, c'est donc du coup de l'argent. Et puis il faut bien gagner sa vie encore une fois, quand on n'a pas la chance d'être héritier, ben, quitte à devoir gagner sa vie, autant le faire avec quelque chose qu'on sait faire, qu'on maîtrise et sur lequel on passe du temps, donc faire de la philosophie son métier, pourquoi pas. Mais en fait, là où Henri de Montvallier exprime en fait du coup des réserves, eh bien c'est sur le côté business, quand ça devient un business. Et en fait, c'est marrant, c'est quasiment un écho au chapitre qu'il consacre à Marx, où il revient sur des notions exprimées, présentées par Marx sur le capitalisme, sur l'argent, où il fait une différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage dans laquelle l'argent n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen pour accéder à quelque chose. Vous voulez vous procurer un objet dont vous avez besoin, dont vous voulez faire usage, eh bien vous allez utiliser l'argent comme moyen d'accéder à cet objet. Je veux acheter un livre, eh bien je vais utiliser l'argent pour acheter ce livre, mais c'est le livre que je vise et c'est le contenu du livre. Donc là il y a une valeur d'usage, je vais user du livre. Et Henri de Montvallier, en résumant la pensée de Marx, ce que Marx a démontré, l'oppose à la valeur d'échange. Et la valeur d'échange,
c'est du capitalisme pur. C'est produire de l'argent et encore plus d'argent à partir de l'argent. Et là, c'est une démarche de dire, alors j'ai tant d'euros, je vois qu'il y a un livre là, je suis sûr qu'il a de la valeur ce livre-là, ils ne se rendent pas compte, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'en tirer un paquet de fric. Je l'achète pour un certain montant, et en fait, je n'ai pas l'intention d'user de ce livre, il n'y a pas de valeur d'usage. Je veux en faire un échange. Et donc, vous allez revendre ce livre sur eBay encore plus cher pour faire un bénéfice et vous faire de l'argent et faire du capital. Et donc, Henri de Montvallier, en quelque sorte, il trouve que faire de la philosophie une valeur d'usage, pourquoi pas? Après tout, voilà, quelqu'un a fourni un travail, on le paie pour ce travail-là, et les gens reçoivent le fruit de son travail, sa pensée, en font usage. Et lui-même fait usage de l'argent qu'il a récupéré par son travail. Mais là où il est gêné, c'est quand la philosophie devient un business, c'est-à-dire que la philosophie devient valeur d'échange. On ne fait de la philosophie quasiment que pour avoir encore plus d'argent qu'on en a déjà. On en fait un business. On capitalise sur la philosophie. Et en plus, on capitalise en s'acoquinant à des institutions, à des écoles, à des domaines en fait, qui sont politisés ou alors qui sont proches d'un certain système, etc., qui compromettent l'indépendance de la pensée la liberté de la pensée. Et donc là, il y a un conflit d'intérêts, il y a un conflit d'ordre intellectuel pour le philosophe qui remet quasiment en question son statut de philosophe. Là, du coup, là, on commence un peu là, on dérive. Voilà donc pour cet ouvrage, Le portefeuille des philosophes de Henri de Montvallier, dont je voulais un petit peu vous parler comme ça, voilà, vous le présenter, peut-être vous donner envie de le lire éventuellement, si ça vous intéresse, aussi bien sur un plan d'histoire de la philosophie, si vous êtes curieux des coulisses de vie quotidienne de nos philosophes, ou alors si vous-même en tant qu'auteur ou aspirant auteur, vous vous demandez, mais vous cherchez un peu des exemples dans le passé de comment on fait les plus grands avant nous pour vivre, pour s'en sortir. Moi, ce qui a été un petit peu ma démarche, voilà. Et puis du coup, si vous le lisez, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sous cette vidéo, voilà, à donner vos impressions sur l'ouvrage, et voilà, déjà je les lirai moi avec plaisir, et puis je pourrais éventuellement les transmettre à l'auteur en question, Henri de Montvallier, puisque encore une fois, nous avons la chance de le compter parmi nous, hein. C'est un happy few, il fait partie de la bande, Henri, hein. Il écoute les podcasts, etc., donc quand même c'est une chance. Et voilà, donc on soutient les happy few qui écrivent, qui produisent des choses. Écoutez, cette fois, je m'arrête vraiment ici. Je ne voulais pas faire trop long pour donner un maximum de chance à ces vidéos de circuler. En vous remerciant de votre écoute, en espérant que ça vous a intéressé, peut-être donné envie de lire l'ouvrage, je l'espère. Et puis je vous donne rendez-vous donc du coup dans un prochain podcast. Salut les Happy Few!